messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à ce 20h sur LCA, donc voici le sommaire. Le nom du 46e président des États-Unis est connu. Joe Biden l'emporte avec 284 grands électeurs, l'un devant Donald Trump. Les priorités du nouveau président des États-Unis à découvrir dans cette édition. Et puis, vous suivrez également dans cette édition les analyses de Banyombwe Bakiono, analyste politique. Il se prononce sur l'engouement relatif autour des campagnes électorales et des divers candidats au Burkina Faso également. À suivre dans cette édition. Et puis, Alpha Condé en pile pour un nouveau mandat à Guinée. Son élection a été confirmée aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. Cellou Dalein Diallo rejette les résultats définitifs de sa réélection. Sa réaction également à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire, une fois encore bonsoir et bienvenue au journal sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Fin de suspense aux États-Unis, l'on connaît désormais le nom du nouveau président élu après 4 jours de dépouillement. Joe Biden, le candidat démocrate, l'emporte avec 284 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Joe Biden a remporté les élections en Pennsylvanie, emportant donc les 20 grands électeurs de cet État. Parmi ses priorités, la lutte contre Covid-19 à travers l'institution du port du masque obligatoire. Quant à l'accord de Paris sur le climat, Joe Biden promet arriver à un objectif zéro émission de carbone d'ici à 2035. Il promet également de renégocier l'accord nucléaire avec l'Iran et aussi de prendre des mesures pour la réduction des inégalités sociales aux États-Unis. Il compte tout de même rester ferme avec la Chine. Fortune diverse pour les candidats à la présidentielle au Burkina Faso, tandis que les uns font le plein des stades autour et les autres se contentent des assemblées générales et des quartiers, dans les quartiers ou alors de campagnes de proximité, faute de moyens financiers ou faible engouement des électeurs. Nous avons posé la question à Banyombwe Bakiono, analyste politique. Je vous propose de l'écouter au micro de Paul Mikirwamba. On peut l'analyser à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est fonction des stratégies. Peut-être les différents candidats peuvent dire qu'ils ont élaboré des stratégies de campagne électorale. Le deuxième niveau, c'est également fonction des moyens. Quels sont les moyens dont les différents candidats disposent pour mettre en œuvre leur stratégie qui a été définie. Et le troisième niveau d'analyse, c'est l'objectif recherché à travers leurs différentes stratégies. Par exemple, si vous prenez ceux qui déploient les gros moyens dans les stades et en drainant les foules, c'est pour qu'au soir de l'élection, s'ils ont atteint leur objectif d'avoir le maximum de suffrages et que l'ensemble de l'opinion ou bien la communauté internationale dit oui, leur meeting mobilisait pas mal de personnes, donc leur victoire est méritée. Et que bon, les autres qui utilisent des petits moyens, des porte-à-porte qu'on ne voit pas et qui ne sont même pas visibles, même s'ils perdent, les gens vont dire de toute façon on ne les connaissait pas. Donc je pense que c'est au regard de cette situation-là que les uns et les autres étudient des stratégies. Vous avez aussi des gens qui étudient des stratégies de campagne de foule, pas de militants, parce qu'ils ont de gros moyens. On ne sait pas si c'est des moyens légaux ou des moyens illégalement acquis pour faire de l'achat de conscience qui amène pas seulement les militants à aller dans les meetings, mais vous avez aussi toute cette masse de misère, de misérables, et également ceux qui ont des consciences endormies, qui prennent l'argent de l'homme politique, ne sachant pas que c'est l'argent du peuple qu'il a eu quelque part, ou bien c'est peut-être qu'il a corrompu un opérateur économique de barre campagne pour lui, pour qu'après il lui donne des marchés dont il va mal exécuter. Donc voilà autant d'éléments qui peuvent justifier les différentes stratégies comparables des uns et des autres et de façon déséquilibrée du moins, en fonction des moyens et de la capacité des uns et des autres d'outiller plusieurs dispositifs qu'ils maîtrisent pour pouvoir battre campagne au niveau du Burkina Faso. Démarrage de la campagne électorale, l'association des blogueurs du Burkina mène un travail de monitoring des contenus des discours politiques sur les réseaux sociaux. L'association s'intéresse au ton trop sévère ou modéré des réactions des internautes sur Facebook et Twitter. En une semaine de campagne déjà, quelques résultats sont disponibles. On en sait plus avec Bassiratou Kindo. Elle est la présidente de l'association des blogueurs de Burkina Faso. Elle a été interrogée par Paul Mikirwamba avec Bassirou Sawadogo.
Et dans le cas des élections couplées du 22 novembre, notre association est engagée, comme vous l'avez dit, dans le monitoring des contenus électoraux, notamment les déclarations, les réactions des internautes sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et l'objectif du monitoring est de contribuer à un processus électoral transparent et apaisé par une veille citoyenne sur le ton des différentes communications sur les réseaux sociaux. Donc après 7 jours de travail par notre équipe qui est composée de 10 moniteurs, 2 vérificateurs et 2 analystes, les travaux effectués par cette équipe, comme je le disais, donnent la lecture suivante. 47% des publications ont un ton défavorable, donc c'est-à-dire les critiques négatives et les manques de satisfaction, notamment sur le bilan du mandat passé et certains programmes et des candidats, et contre 45% qui est favorable, dans lequel on peut retenir la communication et des militants des partis politiques qui soutiennent les candidats. Et les types d'acteurs qui réagissent le plus, ce sont les web activistes, avec 77%, suivi de loin par les acteurs politiques eux-mêmes, c'est-à-dire les candidats, 37%. Donc pour ce qui est des réactions sur les pages des médias, parce qu'on monitore également les pages des médias, notamment le Faso.net, Burkina 24 et Radio Omega, qui est à 31%. Donc les profils Facebook des hommes sont plus présents dans le débat avec 70% contre 8% de profils femmes. Et les thématiques, de façon générale, c'est les élections. Et la bonne nouvelle est qu'à ce jour, le ton de la campagne est assez modéré, avec 77% des propos qui sont non incendiaires contre 23% qui le sont malheureusement. Et le réseau social le plus utilisé est Facebook. Et les vérificateurs ont quand même un rôle assez particulier parce qu'on le sait, qui dit utilisation des réseaux sociaux dit également partage, publication des fake news, des fausses informations. Et pendant les 1 semaine de la campagne, il y en a eu, notamment la rumeur selon laquelle un cortège du MPP en partance à Séguénéga, sur la route Ouaïbia-Séguénéga, a fait un accident tuant un jeune homme. Et nous avons vérifié ces informations. C'est vrai, mais il ne s'agit pas d'un cortège du MPP, il s'agissait d'un véhicule personnel d'un député qui a effectivement percuté un motocycliste, mais qui est décédé plus tard à l'hôpital. Donc le monsieur n'est pas décédé sur place. Donc c'est entre autres travaux que les vérificateurs font, en tout cas rectifier rapidement le tir pour ne pas que certaines informations se propagent et dans le sens de troubler, on va dire, la bonne tenue de ces élections. Pour le moment, ce n'est pas publié à quelque part, mais nous allons le faire. Nous allons essayer de monter ça sur des visuels, surtout au niveau des taux, au niveau des chiffres, pour publier ça sur nos différentes plateformes Facebook et Twitter. Et on va demander aussi à certains médias s'ils veulent bien le partager pour nous sur les différentes plateformes, pour montrer, c'est surtout le ton qui nous importe, parce que tout le monde est engagé pour que ces élections puissent se tenir de façon apaisée, de façon transparente, parce que ça y va de l'intérêt de tous les Burkinabés. La crise politique se poursuit en Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan, porte-parole de la plateforme de l'opposition ayant mis sur pied le Conseil national de transition, a été arrêté à plus d'une centaine de kilomètres d'Abidjan. Il était poursuivi dans le cadre d'une enquête ouverte récemment pour attentat et complot contre l'autorité de l'État. Rappelons que la plateforme de l'opposition, dont il est le porte-parole, rejette la réélection d'Alassane Ouattara et a formé un Conseil national de transition dirigé par l'ancien président Henri Konan Bédié. En Guinée, la Cour constitutionnelle a confirmé la réélection du président Alpha Condé pour un 3e mandat à la tête du pays. L'instance suprême a donné les résultats définitifs de l'élection du 18 octobre dernier avec la victoire confirmée d'Alpha Condé avec plus de 59,50% des suffrages. La Cour a donc étudié puis rejeté les recours déposés par les 4 candidats, dont celui du principal challenger, celui d'Alain Diallo, invoquant le plus souvent le manque de preuves pour appuyer les griefs
et reconnaissant une seule erreur bénigne dans la ville de Fria, mais qui ne met pas en cause les résultats finaux. Et bien évidemment, la réaction de celui d'Alain Diallo ne s'est pas fait attendre. Le principal opposant à Alpha Condé a tenu une conférence de presse juste après la proclamation de ses résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. C'est celui d'Alain Diallo que je vous propose de suivre. Mes chers compatriotes, comme nous nous y attendions, la Cour constitutionnelle a lamentablement manqué le rendez-vous qu'elle avait avec un moment décisif de l'histoire de notre pays, la proclamation des vrais résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. En déclarant Alpha Condé vainqueur de cette élection, les membres de cette haute juridiction de notre pays ont préféré se mettre au service d'un homme et de ses ambitions plutôt que de respecter leur serment et de défendre le droit et la vérité des urnes. Mes chers compatriotes, l'UFDG et l'ANAD ont mené une campagne exemplaire et ont travaillé pour réunir les preuves irréfutables de notre victoire à cette élection. En tant que républicains, nous avons fait recours à la Cour constitutionnelle en espérant qu'un sursaut patriotique aurait permis à ses membres de statuer en toute indépendance et de dire le droit. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La Cour constitutionnelle a confirmé les faux résultats proclamés par la CENI le 24 octobre 2020. L'UFDG et l'ANAD, ainsi que 9 autres candidats à l'élection présidentielle sur les 12 en lice, avaient déjà catégoriquement rejeté ces résultats. Mes chers compatriotes, accepter cette décision revient à se rendre complice de l'assassinat de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Accepter cette décision revient à admettre que le pouvoir ne s'obtient dans notre pays que par la ruse et par la force et non dans les urnes. Accepter cette décision revient à renoncer à une conviction qu'un processus électoral transparent, juste et équitable est le meilleur moyen d'accéder au pouvoir. C'est pourquoi l'UFDG et l'ANAD, profondément attachés au respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit, rejette catégoriquement les faux résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre proclamés par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle. Mes chers compatriotes, j'ai gagné cette élection grâce à votre confiance et je vous invite à défendre vos suffrages par tous les moyens légaux. Cet appel s'adresse également à tous mes compatriotes épris de justice et de démocratie. La gendarmerie nationale sont désormais aptes à lutter efficacement contre le terrorisme et pour cause du 14 septembre au 6 novembre 2020, ils ont bénéficié d'une formation dans ce sens sur le site de la gendarmerie de Laongo. Ils seront désormais déployés en qualité de cadres au sein des groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention GARCI au Sahel. La cérémonie de remise d'attestation marquant la fin de leur formation a eu lieu ce vendredi 6 novembre. Les détails avec Aimé Sawadogo et Bassirou Sawadogo. Ils sont 45 militaires de la gendarmerie nationale, désormais cadres au sein des groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel, GARCI. 8 semaines durant, ils ont bénéficié d'une formation portant entre autres sur le tir, le combat corps à corps, le combat de jour comme de nuit et plusieurs autres disciplines. Assurés par 4 experts européens et 12 formateurs relais de nationalité burkinabé, la formation a permis de renforcer les capacités opérationnelles et de commandement des stagiaires officiers et gradés. Raymond Carter, colonel de la gendarmerie française et coordonnateur du projet GARCI Sahel au Burkina Faso. Alors pendant les 8 semaines de formation, ils ont suivi un entraînement, je dirais, assez robuste, assez fort, où on a mêlé à la fois des cours théoriques
qui sont liés au travail du gendarme, le travail sur le terrain, les contacts avec la population bien entendu, qui reste pour nous un point capital dans la mission des GARCI. Également des techniques, je dirais, plus de police, comme le tir, les techniques de tir, les techniques de self-défense, pour savoir se défendre et défendre autrui. Tout ça dans un esprit d'équipe, si vous voulez, de façon à ce que les gens travaillent d'une façon grégaire. Le GARCI Sahel est un projet financé par l'Union européenne. Il intervient dans les 5 pays membres de G5 Sahel. Le GARCI Sahel œuvre et participe activement pour un développement socio-économique durable du Sahel. Il contribue également directement à sa sécurisation et à celle des populations, notamment dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier. Colonel Blaise Ouedraogo, commandant de la 3e région de gendarmerie et chef d'état-major adjoint de la gendarmerie. Aujourd'hui, c'est l'encadrement et incessamment les personnels qui vont constituer l'unité GARCI vont être aussi convoqués ici à Lango pour parfaire leur formation avant d'aller sur le terrain. De manière pratique, la mission est une mission où ils seront chargés de rayonner sur un rayon donné afin de sécuriser les populations, les personnes et leurs biens, afin de faciliter les échanges économiques, afin de faciliter une vie normale dans une circonscription donnée. Au Burkina Faso, une première phase du projet a permis la mise en place de 2 unités GARCI à Barani et à Touéni dans la région de la Boucle du Moun. Au regard des résultats probants, en 2021, ils seront renforcés par 2 nouveaux GARCI. Les acteurs de l'eau et de l'assainissement veulent rendre l'eau potable accessible à toutes les populations au Burkina Faso. Et c'est dans ce cadre qu'ils se sont réunis ce vendredi à Ouagadougou pour adopter un nouveau document avec de nouvelles stratégies. Et ce document met l'accent sur la construction de barrages et l'installation de bornes fontaines, surtout en milieu rural, et ce pour la période 2021-2025. Les détails avec Linda Sarakaboré et Bassirou Sawadougou. Selon une étude, la gestion des ressources en eau au Burkina Faso a connu une nette amélioration ces dernières années. Cependant, l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement, de même que l'amélioration du cadre de vie des populations, restent des défis à relever. Pour pallier cette situation, les acteurs de l'eau et de l'assainissement réfléchissent à des stratégies afin que les populations en milieu rural puissent avoir accès à l'eau potable. Et il compte relever le défi à travers l'installation de bornes fontaines. Ce nouveau document que nous sommes en train d'adopter ce matin, d'examiner ce matin, va nous permettre de passer en revue tout ce qu'il y a comme proposition pour préserver les acquis que nous avons au niveau de ce secteur-là. Et ce document, il est structuré en 3 parties. Vous avez une partie qui va traiter de la gestion du sous-secteur et de l'amélioration des connaissances. Ça, c'est le premier axe. Un deuxième axe qui va traiter de l'amélioration des services d'eau et d'assainissement. Et enfin, un 3e axe qui va traiter globalement de la gouvernance de notre sous-secteur. Donc, dans tous ces points-là, des éléments seront examinés pour améliorer vraiment l'efficacité de l'investissement public dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Ces premiers responsables du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement veulent également mobiliser plus de ressources en eau à travers les barrages et mieux gérer cette ressource. Et cette meilleure gestion passe nécessairement par une prise de conscience des populations à la base. Comme orientation, nous ne voulons pas forcément que l'État creuse les WC pour les gens, mais que l'État actionne dans la sensibilisation pour faire comprendre aux citoyens lambda qui n'a pas besoin chaque fois de s'asseoir pour que, par exemple, on vienne faire une latrine pour lui, mais lui faire comprendre que l'absence de latrine lui fait dépenser, par exemple, en matière de santé. En parlant de stratégie, on dit, par exemple, bon, comment prendre en compte les populations déplacées. Nous disons, s'ils se sont déplacés, c'est parce qu'en réalité, il y a eu la situation d'insécurité. Et là où ils partent, l'eau même ne suffisait pas à ceux qui sont là-bas. Comment faire en sorte que, en réalisant d'autres forages, là où ils partent, qu'il n'y ait pas de conflit lié à l'eau. La mise en œuvre de ces stratégies va coûter plus de 600 milliards de francs CFA sur la période 2021-2023 et se fera avec l'appui de partenaires techniques et financiers.
Avec près de 200 morts ou disparus et des milliers de sinistrés, l'ouragan Eta fait de nombreux dégâts dans 7 pays d'Amérique centrale. Le Guatemala, le pays le plus touché pour l'instant, compte au moins 150 morts ou disparus. Désormais affaibli en dépression tropicale, il devrait se renforcer pour menacer à partir de demain dimanche 8 novembre Cuba, la Jamaïque et la Floride. Le village indigène de Queja, dans le nord du Guatemala, a été presque entièrement enseveli dans un glissement de terrain. Avec ces inondations et des routes coupées, les équipes de secours ont vraiment du mal à venir en aide aux populations dans certaines régions, mais les recherches de survivants sous la décombre se poursuivent. Et c'est ce qui met point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi sur LCA. Très bonne suite de nos programmes.